Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La foire nationale de l'emploi et du recrutement est ouverte. Si vous êtes demandeur d'emploi, de stage ou porteur de projet, eh bien ne ratez pas cette occasion unique. C'est la première fois de recrutement qu'organise le gouvernement au Palais de la Culture de Treichville. Les jeunes ont 5 jours pour rencontrer des professionnels. Le pont Alassane Ouattara sera fermé à la circulation pendant 4 week-ends pour des travaux de nettoyage. Les soins de propriété démarrent ce vendredi à partir de 22h au lundi 4h du matin. Le 5e pont fait ainsi sa mise en beauté avant sa remise définitive par son constructeur à l'État de Côte d'Ivoire. Ce soir, nous vous conduirons à Jacquesville, où un cas de rage canine a été confirmé au mois de février dernier. Après plusieurs suspicions, des mesures ont été prises pour éviter la propagation du virus. Les ressources animales et les services de santé s'activent pour la détection et la riposte. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation au Soudan, en proie à une guerre depuis avril 2023. L'organisation s'inquiète de la décision des États-Unis de suspendre l'aide octroyée aux pays en développement. Cela impacte le Soudan, où, selon l'ONU, 30 millions de personnes souffrent de la faim. Soyez les bienvenus sur RTI 1, très heureuse de vous retrouver en ce lundi. On va commencer tout de suite par le grand oral du ministre du Budget et des Finances à l'Assemblée nationale. Adama Coulibaly a présenté en commission le projet de loi relatif au droit unique de sortie sur les exportations et d'anacarde. Les noix de cajou brutes transformées sont exemptées du paiement du droit unique de sortie. Il faut ainsi encourager la transformation locale du produit. Konaté Moussa, Conan Bernabé nous en parle. L'État de Côte d'Ivoire veut encourager la transformation locale de la noix de cajou. Désormais, les noix de cajou transformées pour être exportées sont exemptées du droit unique de sortie. Le projet de loi de ratification d'ordonnance relatif au droit unique de sortie sur les exportations d'anacarde est présenté aux membres de la Commission des affaires économiques et financières. Il s'agit d'un texte qui vient apporter simplement des clarifications sur la position tarifaire qui doit faire l'objet véritablement de taxation. Comme vous savez, quand on parle d'anacarde, il y a 2 produits essentiels de la filière qui sont exportés. Il y a les noix brutes de cajou et il y a les amandes. Jusqu'ici, il y avait une forme d'interprétation qui faisait que les droits uniques de sortie étaient appliqués à la fois sur les noix brutes de cajou et sur les amandes. Or, les amandes sont totalement exonérées de DUS, de droits uniques de sortie. Donc, le projet de loi qu'on vient de présenter vient clarifier cela pour dire à tout le monde qu'effectivement, dans la politique d'encouragement de l'État en matière de transformation de cajou, les amandes qui sont des produits issus de la transformation, sont exonérés. Le texte est adopté à la majorité des députés présents, avec 24 voix pour, 0 voix contre et 14 abstentions. Je l'annonçais dans les titres, c'est la foire au recrutement et elle se tient au Palais de la Culture de Treichville. Eh bien, si vous êtes un demandeur d'emploi, de stage ou porteur de projet, ne ratez pas cette occasion unique. C'est la première fois nationale de recrutement et d'emploi qu'organise le gouvernement. Les jeunes ont 5 jours pour rencontrer des professionnels. Nous Sangari. Longue file d'attente au Palais de la Culture de Treichville ce lundi. Dans cette file se trouve Denis Cardioula, titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication. Il est venu saisir sa chance à la foire nationale de l'emploi et du recrutement. J'ai eu l'information par des médias. Et en tant qu'un jeune qui sort de l'école, donc c'est une opportunité. J'ai des professeurs, mais je suis en quête d'un emploi. Cette fois, la bienvenue. Voilà, on met la chance à nos côtés. Qu'ils soient demandeurs d'emploi, de stage ou porteurs de projets, ils sont venus nombreux bénéficier des opportunités qu'offre cette foire dédiée à l'emploi et au recrutement. Sur place, plusieurs entreprises et cabinets de recrutement. Nous sommes là aujourd'hui pour recruter des jeunes qui veulent faire la reconversion ou la formation. Et puis nous-mêmes, à notre sein, recruter au moins 30 jeunes qui vont travailler dans notre entreprise. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est tuyauterie industrielle, chaudronnerie, soudure classique, soudure orbitale et génie civil.
Initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cette fois est un cadre pour favoriser l'accès à l'emploi, à la formation et au financement entrepreneurial. L'enjeu pour le gouvernement était donc de mettre sur le même espace les recruteurs, les entreprises, les cabinets, les établissements en charge des financements des projets et les jeunes demandeurs. 146 entreprises et cabinets de recrutement dans tous les domaines, BTP, agro-industrie, tourisme, etc. Et cet exercice se fera tous les trimestres. L'idée vraiment c'est de traiter de façon durable la question donc, de l'insertion des jeunes, de la question donc, de l'inadéquation formation-emploi, en mobilisant toutes les opportunités pour offrir une chance donc, à notre jeunesse. Cette première journée est meublée par des échanges entre membres du gouvernement et jeunes. Ouverte ce 3 mars, la foire de l'emploi et du recrutement, qui est à sa première édition, va se poursuivre jusqu'au 7 mars. Sur le front sanitaire, les lignes bougent aussi très bien. La commune d'Abobo dispose d'un centre médical spécialisé. Il a été inauguré par la maire d'Abobo, la présidente du Sénat, Kandia Camara. Ce centre, construit à l'initiative du COSIM, a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Il est doté, vous allez le voir, d'équipements sociaux communautaires de premier plan et d'un plateau technique de qualité. Herman Gifi. Commune d'Abobo, quartier Biabou. Inauguration du centre médical spécialisé baptisé INE par Kandia Camara, maire de la commune. À ses côtés, Pierre Timba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, et l'imam Cheikh Ahmed Diakité, le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Coût total de l'investissement, plus de 1,2 milliard de francs CFA, projet porté par le COSIM. Que ce centre soit géré dans la rigueur, dans le professionnalisme, afin que cet investissement important soit véritablement au service de toutes les populations. Partenaire de cette initiative, le Qatar exprime ainsi sa volonté de contribuer au renforcement des relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoudemba, reconnaissant à l'État du Qatar pour son soutien au COSIM dans la construction de ce centre de santé. Ouvrir ce centre de santé, c'est bien plus qu'une simple inauguration. C'est un pas en avant vers un accès à des soins de qualité offerts à tous et une réponse aux besoins croissants en matière donc de santé dans cette zone de Biabou et d'Abobo Nord. Le centre médical spécialisé INE de Biabou cadre parfaitement avec la vision du conseil municipal d'Abobo de garantir aux populations un accès aux soins de santé dans un environnement sain et adapté. Je voudrais inviter les populations à fréquenter ce centre médical qui est fait pour elles, mais surtout en prendre grand soin par un comportement civique. Bâti sur une superficie de 4532 mètres carrés, le centre médical spécialisé baptisé INE du quartier Biabou, commune d'Abobo, est le 3e centre médical initié par le COSIM, après ceux de PK18 à Abobo et de Yamoussoukro. Je l'annonçais dans le titre, le pont Alassane Ouattara sera fermé à la circulation pendant 4 week-ends pour des travaux de nettoyage. Les sons de propriété démarrent ce vendredi à partir de 22h au lundi 4h du matin. Le 5e pont fait ainsi sa mise en beauté avant sa remise définitive par son constructeur à l'État de Côte d'Ivoire. Léon Broup, le reportage. Pont Alassane Ouattara entre les communes du Plateau et de Cocody. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à la rencontre du constructeur. Presque une demi-heure d'échange sur les préparatifs de la réception définitive de l'ouvrage par l'État, puis un consensus. Le pont à dos fermé à la circulation pendant 4 week-ends pour compter de ce vendredi 7 mars 2025. L'architecte a souhaité que l'ouvrage soit blanc. Ils ont nettoyé en bas, mais il faut pouvoir nettoyer la partie qui est la plus haute. Ils vont laver le pylône avec des détergents et si la circulation se fait en même temps, évidemment l'eau, tout ça va tomber sur les voitures. C'est pour ça que nous avons obtenu de M. le Premier ministre qu'on puisse fermer l'ouvrage sur 3 à 4 week-ends. De 22h le vendredi à 4h du matin le lundi suivant. La fermeture de l'ouvrage uniquement pour son nettoyage, pas pour des travaux de rattrapage ni de réhabilitation.
la qualité du pont à dos est irréprochable. Si on avait quelques problèmes sur l'ouvrage, on n'aurait pas laissé l'ouvrage en circulation de lundi jusqu'à vendredi 22h. On allait fermer l'ouvrage, on allait dire attention, il y a un problème. Non, c'est juste pour pouvoir nettoyer le pylône. Pour en prouver cette bonne qualité, il aura fallu 1 an de test depuis l'ouverture de l'ouvrage à la circulation pour marquer sa remise provisoire à l'État. La définitive va intervenir après les travaux de nettoyage et sera levée sur le pont à dos la responsabilité de son constructeur. Et on s'active aussi pour offrir aux populations des logements de qualité. Justement, une rencontre internationale consacrée à la politique de logements sociaux en Afrique s'est tenue récemment ici à Abidjan. Des experts, élus locaux et partenaires internationaux ont participé aux travaux. Et c'était en présence du président de l'UVICOSI, Amadou Koné, et du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné. Juliette Ouya, Ami Sangare, y était pour RTI 1. Déficit de logement estimé à plus de 800 000, dont l'essentiel à Abidjan. Urbanisation rapide, voici la crise que vit la Côte d'Ivoire. Pour trouver des solutions, des experts, élus locaux et autres partenaires internationaux réfléchissent. Partout, l'État ne peut pas tout. L'État peut avec l'apport des élus locaux. Regardez comment est-ce que l'État central peut apporter toute son assistance aux maires et aux présidents des conseils régionaux pour qu'ils puissent prendre en charge également une partie de la réalisation des programmes de logements sociaux. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le ministère de la Construction s'accordent sur une participation des collectivités locales pour réussir les politiques de logement. Et la contribution des collectivités territoriales, notamment les communes, devra peut-être être accrue pour permettre que nous puissions résorber donc les demandes, mais également pour nous permettre de contribuer ainsi à une meilleure organisation du territoire national. Les collectivités territoriales contribuent à l'identification des parcelles destinées aux projets de construction de logements sociaux en particulier. Leur implication permet d'assurer une meilleure intégration de ces projets dans le tissu urbain et d'anticiper les besoins en infrastructures et en services pour les futurs habitants. L'accès à un logement décent est un défi majeur pour l'État ivoirien. Déjà, le 20 février dernier, 1405 logements sociaux et économiques ont été remis à leurs propriétaires dans la commune de Grand-Bassam. Et ces logements ont aussi besoin d'électricité. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Coulibaly Sangafoua, était justement à Bondoukou où il a posé la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque. Cette centrale solaire d'une capacité de 50 MW devrait permettre à 358 000 ménages d'avoir accès à l'électricité. Herman Niamien. C'est sur cet espace de 82 hectares que sera construite la centrale solaire photovoltaïque de Bondoukou. La pose de la première pierre qui a lieu ce jour en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a été l'occasion pour le maire de Bondoukou, Anzoumana Ouattara, et le premier vice-président du conseil régional du Gontogo, Ignace Kwasi Kosunu, d'exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement au profit de la région. Depuis l'accession de son excellence M. Alassane Ouattara à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, notre région connaît un développement prodigieux. La construction de cette centrale solaire photovoltaïque de 50 MW va coûter 60 millions de dollars, soit un peu plus de 36 milliards de francs CFA. Sa mise en service va permettre à 358 000 foyers d'avoir accès à l'électricité. Mais au-delà de la production d'énergie, notre véritable fierté réside dans notre collaboration avec les communautés locales. Nous tenons à remercier chaleureusement la population de Bondoukou. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a indiqué que ce projet s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de voir tous les ménages ivoiriens disposer de l'électricité. Le président de la République ambitionne d'ici 2030 d'atteindre ce que nous appelons l'accès universel à l'électricité. C'est-à-dire que chaque habitant de notre pays habite une maison électrifiée. Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'une douzaine de centrales qui seront construites
pour nous donner au moins 678 MW avant 2026. Ce projet de centrale solaire photovoltaïque de Bondoukou va créer 300 emplois. Cette centrale solaire fournira plus de 85 gigawattheures d'électricité par an. Et la bonne gouvernance doit occuper une place de choix dans la gestion des biens publics. Le ministre du patrimoine et du portefeuille de l'État vient d'échanger justement avec des entreprises publiques. Au centre des discussions, l'évaluation de la performance et de la gouvernance des entreprises publiques ivoiriennes. Moussa Sanogo a fixé à ce mandat l'objectif de la performance et de la bonne gouvernance. Léon Bro. En 3 ans, le résultat net accumulé des 51 entreprises du portefeuille de l'État s'est multiplié par 4 pour ressortir en 2024 à 254 milliards de francs CFA. Cette performance, le ministre du Patrimoine et ses collaborateurs d'accord pour la préserver. Il faudrait que les administrateurs qui représentent le ministère en charge du portefeuille de l'État, garant donc de la supervision de ce système, soient suffisamment imprégnés de certaines questions, qu'il joue un rôle moteur pour faire en sorte que tout ce qui est relatif à la mise en œuvre des recommandations des différents instruments de contrôle et de performance puisse effectivement être pris. Sur la gouvernance de ces 51 sociétés d'État, faible niveau de mise en œuvre des bonnes pratiques, entre autres reporting financier périodique, tenue des assemblées générales des conseils d'administration, transmission à bonne date des lettres de mission, suivi des recommandations des audits. Pour améliorer ces indicateurs, de nouvelles orientations et consignes de la tutelle assémandant au conseil d'administration. Objectif, hausse des recettes publiques. Ce sont des ressources additionnelles qu'on met à la disposition du trésor public et c'est de l'argent qui va servir à construire des routes, des écoles, équiper des centres de santé, permettre à des populations d'avoir de l'eau potable ou d'avoir de l'électricité, ainsi de suite. En plus des 51 sociétés à capitaux exclusivement publics, le portefeuille de l'État est censé s'étendre aux sociétés à participation financière publique, majoritaire et minoritaire, de même que les structures sous contrôle de l'État. Et dans le secteur de l'éducation, le projet clé avance très bien. La ministre Mariatou Kone veut faire croître l'indicateur de qualité de l'éducation nationale, surtout au niveau du taux d'alphabétisation. Ce projet concerne entre autres 6 régions. Le 3e comité de pilotage vient de se réunir. Nadège Kassi, Marie-Chantal Akanda, Gamasso et Zia Apollinaire. Le projet Child Learning and Education Facility, CLEF, transforme l'accès à l'éducation dans les régions cacaoyères grâce à un financement de près de 83 milliards de francs CFA. Lors du bilan du plan de travail annuel budgétisé PTAB, le coordonnateur Gabriel Dro a mis en avant des avancées significatives, notamment plus de 7000 enseignants formés dans les régions de la Nawa et du Lodjibois, 4277 enfants intégrés en classe passerelle, dont 1896 filles. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a réaffirmé son engagement pour une éducation de qualité et la lutte contre le travail des enfants. Le projet CLEF pour la zone de production cacaoyère, c'est la clé pour l'accès à l'éducation, c'est la clé pour l'amélioration des performances des enfants de Côte d'Ivoire, l'amélioration des rendements et puis également la formation des enseignants. C'est un projet vraiment, je dirais, complet. Soutenu par les industries chocolatières et des fondations engagées, CLEF bénéficie d'un appui croissant de ses partenaires qui saluent ses résultats. C'est un partenariat inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui vise à améliorer l'accès à l'éducation et à une éducation de qualité pour les enfants. L'apport de la Fondation dans cette année 2025, ce sera également de mettre en évidence cet aspect innovant sur le plan de la pédagogie et de soutenir tout ce qui est mis en œuvre pendant l'année 2025. Présent dans 6 régions de la boucle du cacao, dont la Nawa, le Lodjibois, la Maraoué et le Boclé, le projet continue son expansion pour offrir une opportunité unique d'alphabétisation aux enfants de 3 à 13 ans.
Et justement, un autre fait nous alerte, il s'agit de la lutte contre la rage. Et ce soir, nous vous conduisons à Jacquesville, où un cas de rage canine a été confirmé. C'était au mois de février dernier, après plusieurs suspicions. Des mesures ont été prises pour éviter la propagation du virus. Les ressources animales et les services de santé s'activent pour la détection et la riposte. L'heure est à la sensibilisation, mais comment travaillent au juste ces services? Victorine Yaoyoboué, notre reporter, nous conduit au cœur de la lutte contre la rage. Une femelle qui était venue dans le village, il a vu que c'était un chien enragé parce qu'il bavait, qu'il y avait une femelle là qui avait mis bas. Donc il est venu là-bas, il a mordu les chiots là, tué. C'est la femelle de mon petit qui l'a mordu. Donc la femelle de mon petit était contaminée aussi. Donc on l'a tué. Au fur et à mesure, ça a commencé à prendre le village. On a tué plus de 6 chiens qui étaient contaminés. C'est le tout dernier que le Dédé m'a fait signe. J'ai coupé la tête qu'il est venu prendre. Malheureusement, les soupçons de Noël sur la présence du virus de la rage canine à Sassako, village à 15 km de Jacquesville, seront confirmés quelques jours plus tard. Nous avons dépêché urgemment nos équipes prendre des échantillons pour les laboratoires. Et ce sont ces échantillons qui ont été techniqués et qui ont prouvé la circulation du virus de la rage au sein de la population des chiens de Sassako. Première action de riposte, la vaccination de tous les chiens sur le territoire de Sassako. La vaccination contre la rage, c'est gratuit, c'est gratuit. Venez vacciner vos chiens. La stratégie mise en place, le porte-à-porte avec 5 équipes composées d'agents du ministère des Ressources animales et halieutiques, ceux de la santé et de l'hygiène publique. Bonjour monsieur, comment vous allez? Très bien. Et vous avez déjà l'information relative à la campagne de vaccination des chiens? Oui. Cette vaccination, c'est contre la rage, parce que déjà, on a enregistré un cas de rage canine chez vous ici. Vacciner les chiens gratuitement contre la rage, on dit merci. Je sais qu'il y a beaucoup de chiens qui errent dans le village. C'est pas sécurisant parce qu'ils se promènent partout, on ne sait jamais. Cette épineuse question de la divagation des chiens n'est pas propre à Sassako. Les statistiques nationales estiment la population canine en Côte d'Ivoire à environ 9 millions. La moitié est composée de chiens errants, probablement non vaccinés, constituant ainsi des réservoirs de zoonoses. C'est pourquoi la deuxième action de riposte, initiée dans le village de Sassako, est l'identification des personnes qui ont été en contact avec les chiens malades pour leur prise en charge. Nous sommes là pour vacciner l'ensemble des chiens et aussi relever ceux qui ont été exposés pour qu'ils soient pris en charge par l'Institut national d'hygiène publique. Vous avez entendu dire que certains ont consommé la viande de chiens suspects de rage. Dans la manipulation, il se peut qu'ils puissent s'infecter par le virus de la rage. Lorsqu'il y a une suspicion de rage, il faut alerter les services vétérinaires qui sont outillés pour pouvoir traiter la question. Aujourd'hui, la loi prévoit des dispositions pour le bien-être des animaux de compagnie. Et donc, ceux qui ne prennent pas soin de leurs animaux sont passibles d'être traduits en justice. La sensibilisation semble faire son effet au vu des engagements pris par certains propriétaires de chiens. J'ai 5 chiens. Je chasse avec eux. Je ne peux pas mentir. Il n'y a même pas un d'entre eux qui a été vacciné. Le moment quand tu as un chien, tu dois le faire vacciner. Puisque c'est gratuit, cela me permet de faire les économies pour que l'année prochaine, je puisse le faire. Les chasseurs en enregistrent plusieurs dans la localité de Sassako. Avec ce nombre important de chiens, les 200 vaccins prévus n'ont pas suffi. On prie nos autorités politiques et administratives qui nous donnent les doses qu'il faut pour qu'on complète la vaccination et que même les villages voisins soient aussi visités pour que quelques animaux ne puissent pas passer par les mailles du filet. Au vu de ce qui s'est passé à Sassako, la direction départementale des ressources animales et halieutiques recommande la vigilance car la rage est incurable une fois l'apparition des symptômes.
Voilà, et espérons que ce message sera entendu. C'était la lutte contre la rage canine, détection et riposte. La campagne continue. C'était un reportage réalisé pour vous par Victorine Yaoyoboué. Je vous conduis à présent sur la scène politique ivoirienne où les partis politiques se mobilisent pour la présidentielle prochaine. Les femmes du RHDP de la région et du Cavali s'activent. Et justement, l'Union des femmes du RHDP, la présidente Arlette Badou, a investi 8 bureaux départementaux de l'UF-RHDP. Christ Diomandé, Siaka Kone. 8 bureaux départementaux de l'Union des femmes RHDP et la nouvelle présidente régionale RHDP du Cavali, Gueiba Brigitte, sont investis à la place du conseil régional du Cavali. C'est Arlette Badou Kwame, présidente nationale de l'Union des femmes RHDP, qui a procédé en personne à ces investitures. C'était lors de sa tournée nationale de mobilisation des militantes dans la région. L'objectif visé, remobiliser les militantes pour une victoire écrasante du parti au premier tour de la prochaine présidentielle. Nous devons investir les villages, les campements et hameaux afin qu'aucune voix ne nous échappe. La présidente nationale de l'Union des femmes RHDP a exhorté les militantes à s'engager à fond au regard de l'objectif affiché. On a besoin de vous. On a besoin de vous parce que le président Alassane Ouattara, quand il venait au pouvoir en 2011, la Côte d'Ivoire était dans le coma. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est réunie, rassemblée, transformée et surtout élevée. Et non seulement nous ne devons pas le lâcher, mais nous devons lui dire merci. 25 octobre 2025 aura lieu les élections. Un seul mot d'ordre. Faire élire le président Alassane Ouattara au premier tour. Un coup. Le coordonnateur principal du Cavali, Anne-Désiré Ouloto, a exprimé toute sa gratitude à la présidente nationale pour sa présence en terre ouest. Elle a ensuite lancé un appel aux femmes. Sous sa gouvernance, le Cavali se transforme, le Cavali a changé. 2025, ça se prépare. Et c'est pour cela que notre présidente est là pour vous mettre en mission. Pour que vous soyez les porte-flambeaux du RHDP et de la candidature de notre président. 2 actions majeures ont marqué cette rencontre des femmes RHDP du Cavali. Il s'agit de la distinction des 45 femmes pour le travail abattu dans la région et la remise des motos aux différents bureaux départementaux et à la présidente régionale. La DIR est aussi en tournée. La démonstration des Ivoiriens rassemblés appelle donc les Ivoiriens à modérer les propos pour des élections apaisées en octobre prochain. Herman Niamien. C'est à Bongwanou qu'elle a dit. La démonstration des Ivoiriens rassemblés a démarré sa tournée nationale pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le choix de cette ville n'est pas fortuit. Lors des élections présidentielles d'octobre 2020, Bongwanou a été une scène de théâtre de violence qui s'est déroulée ici. Et donc, il fallait venir donner un message de paix, un message de cohésion à la population. C'est une coalition de 4 mouvements politiques de l'opposition qui forment la DIR. Pour cette coalition, le président de la République, Alassane Ouattara, mérite de remplir pour un autre mandat à la tête du pays. Car selon son porte-parole, grâce à lui, la Côte d'Ivoire connaît une croissance exponentielle dans tous les secteurs. C'est pourquoi il appelle l'ensemble des partis politiques de l'opposition à faire bloc autour de lui pour bâtir la Côte d'Ivoire. Je demande au président Laurent Gbagbo, je demande au président du PDC Tidiane Thiam, je demande à ses opposants de se mettre autour du président Alassane Ouattara. Il apporte déjà tout à la Côte d'Ivoire. Qu'ils se mettent autour du président Alassane Ouattara pour continuer le développement, pour continuer la paix. Comme contribution pour le paiement de la caution du président de la République Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle à venir, le porte-parole de la DIR a fait un don d'1 million de francs CFA au nom du collectif. Cette tournée de la DIR qui a débuté à Bongwanou va s'achever à Abidjan à la place Figayo de Yopougon. Le PPACI est aussi sur le terrain. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire poursuit sa tournée de rapprochement avec les populations. Après Agamé et Makori, c'était au tour des militants de Cocody de communier avec leur leader, Laurent Gbagbo, au stade d'Angré. On en parle avec Konaté Moussa et Gamasso. Opération Kokoko du PPACI, étape de la commune de Cocody. Les militants ont investi le stade d'Angri pour ce rendez-vous avec le président Laurent Gbagbo. Par cette mobilisation,
nos compatriotes montrent qu'ils ont ouvert la porte et sont prêts à entamer la marche en ramenant au pouvoir le président Laurent Gbagbo en octobre 2025. Excellences, vos voisins, vos concitoyens, vos électeurs, vos compagnons de route, ils sont à vous et vous écoutent. Dans son adresse aux militants, le président du PPACI s'est prononcé sur divers sujets d'actualité avant d'inviter ses partisans à maintenir la flamme de la mobilisation. Il faut que chacun, à partir d'ici, aille faire campagne pour que nous reprenions le pouvoir. Prochain grand rassemblement du PPACI, la fête de la Renaissance prévue les 4 et 5 avril prochains à Dabou, dans la région des Grands Ponts. On va terminer par le Soudan, où l'ONU tire la sonnette d'alarme. Le pays qui est plongé depuis avril 2023 dans une guerre est impacté par la décision des États-Unis de suspendre l'aide octroyée aux pays en développement. L'administration Trump a donc décidé de suspendre cet appui pour 90 jours. Selon l'ONU, donc 30 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise, souffrent de la faim et cette population a besoin urgemment d'assistance. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 13h, retrouvez Marine Cognan. Et moi, je vous donne rendez-vous à 20h, toujours dans la paix et avec le même bonheur surtout.